Bonjour et bienvenue dans le SAV DCSE. Aujourd'hui, nous sommes au 11e épisode et on a la chance d'avoir Sophie, qui est notre invitée aujourd'hui. Sophie, bonjour. Bonjour Alexis. Alors, parle-nous un petit peu de toi, Sophie. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on a l'immense chance de t'avoir aujourd'hui et ton lien entre les CSE et ton ancienne peut-être carrière de DRH? Enfin voilà, tu as plein de choses à nous raconter, ça va être très très intéressant. Merci pour ton invitation déjà. Je suis une ancienne DRH. J'ai été, d'abord avocate, j'ai été juriste aussi en droit social et j'ai une carrière derrière moi de DRH dans le domaine spatial. Donc si je dis que je suis toulousaine, je pense qu'on va faire un peu le lien, avec les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et j'ai été aussi, on va dire, en fin de carrière de DRH, j'ai été, secrétaire générale et DRH. J'ai quitté le CDI, récemment, heu, en 2020, en fait, j'ai perdu mon père, ce qui a pas mal rebattu les cartes pour moi du sens de ma vie et de ce que j'avais envie de faire. Je me suis formée dans l'humanitaire, donc j'ai fait une formation de coordinateur de programme humanitaire. J'ai aussi, passé ma certification de coach professionnel et j'ai créé une ONG. Ce que j'avais, envie de faire, c'était vraiment, aller dans l'humanitaire et en même temps dans l'humanitaire, je suis bénévole donc pour, on va dire, assurer mes revenus et pour ma carrière professionnelle, j'ai fait le choix de devenir, indépendante. Donc je suis consultante RH et coach et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des RH, dans le coaching pour les RH. En tant que DRH, j'ai été, on va dire confrontée, je pense que c'est le premier mot qui me vient, aux relations sociales et j'ai vécu et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, à la fois le pire des relations sociales et aussi le meilleur. Le pire, voilà, je t'en parlerai, mais le pire, c'était, on m'a crevé les pneus, j'ai été humiliée, j'ai été menacée et le meilleur, c'était, la vraie, relation, de partenariat avec les élus, dans certaines entreprises où j'ai pu évoluer. Voilà et en parallèle de tout ça, je vis en Inde la moitié de l'année parce que j'ai aussi mon ONG qui est en Inde. J'ai, mon amoureux qui est en Inde. Donc une partie de l'année en Inde, une partie de l'année en France où j'ai aussi mon fils et quand je suis en France, je suis à Toulouse et j'organise des voyages solidaires en Inde. J'ai beaucoup d'activités. J'ai beaucoup d'autres activités, mais on va dire que mon cœur de métier aujourd'hui, c'est, toute la partie RH encore. Voilà, Bah, j'ai essayé d'être synthétique, hein. Mais c'est génial et en tout cas, n'hésitez pas même après, le podcast, si vous voulez en savoir plus, sur, Sophie, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, lui envoyer un petit message si jamais vous êtes intéressé par, une des autres casquettes que celle, qu'on va beaucoup évoquer aujourd'hui, celle de cette, consultation sur les ressources humaines. Alors c'est, peut-être un petit peu particulier parce qu'on est très orienté sur le CSE dans ce podcast, mais quand on a discuté ensemble, on s'est dit que c'était intéressant de voir un petit peu l'autre côté de la barrière. Parce que parfois, certains peuvent avoir un cliché, on va dire, sur les RH, un peu comme s'il y avait 2 clans qui s'opposaient, dans les relations sociales. D'un côté, on avait les RH, la direction et puis en face de ces méchants personnages, on avait les gentils défenseurs des droits et les syndicats, les élus et moi, c'est pas du tout ma vision. Je pense que toi non plus. Et comment ça se passe justement avec ces RH que tu coaches et qui ont parfois, j'imagine, des CSE aussi et peut-être qui font face au même public que le public qui écoute ce podcast, avec assiduité toutes les semaines? En fait, ce qu'il faut voir, je pense vraiment, c'est que le RH qui est, en CSE ou le RH qui est face à un DS, ça reste un humain et que la majorité alors je vais pas dire tous, hein, mais la majorité des RH sont des gens bien. Qui n'ont pas envie de manipuler, les personnes, qui ont à cœur d'être, à la fois, justes pour les collaborateurs et en même temps tu vois, d'assurer que l'entreprise n'y perd pas. C'est une posture qui est vraiment complexe, celle des RH et je pense que les élus s'en rendent pas toujours compte. C'est vraiment, pardonne-moi l'expression, mais avoir le cul entre 2 chaises. C'est vraiment on est observé par la direction parce que la direction a des exigences Mmh. et on est observé par les collaborateurs et par les élus parce qu'eux aussi ont des exigences. Donc il faut être bon dans les 2 clans, sans jamais appartenir à aucun.
ou alors appartenir aux 2. Donc ce qui est quand même très compliqué en termes d'équilibre. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on est en CSE, on a de bonnes intentions. La majorité des DRH, d'ailleurs, sont des personnes honnêtes. Ça veut dire que leur objectif, c'est vraiment d'être dans le dialogue et de faire avancer le dialogue social. C'est ce qui est vrai, on va pas non plus, voilà, il y a bien sûr, il y a des DRH qui sont pas dans cette philo-là et il y a aussi des patrons qui sont pas dans cette philo-là. Donc quand on a un DRH qui est très honnête, avec un patron qui essaie un petit peu de, tu vois, de tirer les ficelles et qui est pas forcément dans, l'empathie avec les collaborateurs, pour le DRH, c'est pas forcément facile. Mais il y a des Mmh. DRH aussi très courageux et tu vois, qui vont aller vraiment défendre les droits des collaborateurs autant que ceux de l'entreprise. Et je pense qu'il y a vraiment, besoin pour les élus et pour les directions, hein, mais de sortir de ces postures, on dirait un peu du cinéma. Moi, j'ai fait des CSE, franchement, c'était du cinéma. J'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre où il y avait un délégué syndical qui faisait ses, tu vois, ses déclarations, en demandant ma démission, ce genre de choses. Alors que moi, j'avais juste envie que les choses, elles avancent et que j'avais vraiment l'empathie, c'était dans le cadre d'un plan social en particulier, où j'avais vraiment cette empathie parce que j'avais envie que les collaborateurs, sortent par le haut de cette situation de plan social et en même temps, il fallait que je fasse attention à l'entreprise. Tu Mmh. vois, il y a vraiment cette dualité et je pense que l'ouverture d'esprit, de façon générale, même pour les élus, regarder la personne avant le poste, avant la, tu vois? C'est pas juste un DRH qu'on a en face de soi, c'est une personne. Ça me paraît très important. Tu as dit, il faut sortir de cette, posture de cinéma où, alors, c'est vrai que parfois, il y a un jeu de, il faut montrer que, mais à la limite, garder ça, pour, la propagande électorale quand vous êtes en période de propagande électorale, mais, pendant tout votre mandat, vous avez certainement plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire. Mais d'un point de vue pratique, comment tu pourrais, conseiller un élu pour travailler justement cette posture? Parce que, bah, tu l'as dit, hein, les élus, c'est, enfin, tu as dit les RH, c'est majoritairement des gens bien, mais moi, mon observation de l'autre côté, parce que je suis beaucoup plus au contact des élus, c'est que la majorité des élus, c'est des gens qui sont très bien, qui ont le cœur sur la main, qui ont voulu donner de leur temps, de leur passion, à leurs collègues et parfois, bah, qui sont peut-être un peu trop naïfs et désarmés et abusés par, des personnes qui savent, parfois mal intentionnées, mais pas toujours, mais simplement parce qu'ils préparent peut-être pas assez bien leur projet. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais pour sortir de cette posture? Enfin, moi, l'objectif, c'est toujours mettre en place du dialogue social et avancer et faire des compromis ensuite, mais qu'est-ce que toi, tu dirais sur ça? Je ce que j'ajouterais aussi, c'est que moi, j'ai vu beaucoup d'élus qui étaient fatigués de leur rôle Mmh. et d'ailleurs de plus en plus avec les années, la fatigue de tu vois, de il y a les exigences, je sais que les collaborateurs sont très exigeants avec les élus. Ils ont beaucoup de, tu vois, de demandes, de: «Vous êtes là pour nous défendre à tout prix», presque. Donc je la comprends aussi cette fatigue et puis, il y a toujours cette idée aussi de dire, bah, qui seront les successeurs. Je sais qu'il y a des problématiques aussi d'engagement, notamment des nouvelles générations sur ces sujets-là, donc je comprends aussi. Hem, Moi, ce que j'avais observé, ce qui marchait le mieux et donc ça pourrait être, mes conseils, c'est, pour les élus. Quand je parle de posture, c'est, la posture du un peu du héros. Sortir de cette posture de «Je prends mon étendard et je vais faire le révolutionnaire». C'est plus rester dans la simplicité des échanges. Ça veut dire accepter, en face de soi, on a une direction qui va pouvoir peut-être nous convaincre sur ce sujet-là, elle a raison. Ça veut dire, et moi, c'était ma posture. Ça veut dire, je me disais: «Les élus en face de moi» et c'est pour ça qu'on avait des vraies relations de partenaires, on essayait de trouver des solutions ensemble. Ils avaient le pouvoir de me convaincre que ce qu'ils disaient avait plus de valeur ou était plus impactant que ce que moi je disais. Mmh. C'était tout à fait possible et je pense qu'ils devraient se dire la même chose. Ce que dit la direction peut être vrai. On n'est pas tout le temps, enfin, il y a pas cette volonté de manipulation de la direction. Donc c'est donner confiance, accorder sa confiance à la direction, revenir à la simplicité des échanges, de la communication.
C'est-à-dire, le respect, c'est pas la peine de monter sur ses grands chevaux, de s'énerver. C'est très honnêtement, je veux pas être provocante, mais c'est presque ridicule. C'est presque ridicule quand on est en train de discuter et que d'un coup on a quelqu'un qui lève la voix, qui parce qu'on sait très bien que quand on fait ça, ça va se savoir dans le reste de l'entreprise et que les collaborateurs vont avoir le sentiment qu'ils ont été défendus. Pour moi, c'est pas les éclats de voix qui font un bon élu. C'est plutôt être dans la construction. C'est effectivement, tu l'as dit et je te rejoins, c'est très difficile de discuter avec des élus qui n'ont pas préparé leur dossier. Très important, nous on les prépare. Donc très important d'arriver et de savoir de quoi on parle, d'avoir réfléchi aussi. Moi j'aurais tendance à dire aussi, éviter, les interprétations. C'est-à-dire que quand on est en instance, on est en train de parler, par exemple, d'une situation problématique, qui s'est passée dans une équipe. Ne pas prêter de mauvaises intentions à la direction, par exemple. Ça veut dire être vraiment dans un dialogue constructif sur des faits, revenir aux faits. Et moi, j'ai un principe, je pense qui est au-dessus de tous les autres, c'est, l'honnêteté. Moi, j'ai toujours construit des relations sociales sur la base de l'honnêteté et de la transparence. Ça veut dire, et les élus devraient faire pareil, savoir dire quand on ne sait pas. Savoir aussi livrer des choses, pour le bien commun. Et vraiment, honnêteté, simplicité, transparence. Je pense qu'il faut aussi beaucoup d'ouverture d'esprit pour avoir un dialogue social constructif. Être capable de faire preuve de créativité, tu vois? C'est, pour moi les grands principes, mais tu vois, c'est toujours pareil, c'est, changer de regard en fait sur la direction. Changer de regard de base en fait, accorder sa confiance de base. Parce que quand on part du principe qu'on est en train de se faire avoir par la direction, comment on peut avoir un dialogue constructif? Mmh. Je vais pas Après à avoir la assez de direction, cahiers, je pense, pour noter toutes les idées que tu partages. C'est super j'en ai intéressant. j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres, tu vois? Pour moi, il y a aussi la notion d'écoute. Moi, j'appelais ça l'écoute stratégique. Ça veut dire écouter vraiment. C'est pas que l'écoute active, genre je suis empathique et tout, pour un élu. Mais ce que je dis, en fait, pour moi, la direction doit se l'appliquer aussi. Tout ce que je dis, hein, c'est dans les 2 Mmh. sens. L'écoute stratégique, c'est, je suis capable d'écouter ce que tu es en train de me dire, de faire des liens avec ma propre problématique et de rebondir sans t'attaquer, sans, sentir le besoin de me justifier. Tu vois? C'est vraiment la pureté de l'écoute. Ouais, l'aspect le plus pur de l'écoute pour avancer. Tu vois? Quelles questions je vais te poser ou quelles questions tu vas me poser qui permettront d'avoir des réponses exploitables. Donc ça veut dire, un élu va peut-être éviter de poser la question de, tu vois, les questions du genre, au RH par exemple, puisqu'on parle moi j'étais DRH, «Oui, vous êtes toujours du côté de la direction, n'est-ce pas?» Pourquoi ça fait avancer le débat ça? Tu vois? Pour moi, c'est ce genre de questions, ce genre d'attaque, ça n'a pas sa place dans le débat. Mmh. Parce que la réponse, elle va forcément être non. Non, je suis pas à la botte de la direction et aucun DRH ne dira qu'il est à la botte de la direction et pour moi, il y a aussi la notion je sais que je te balance plein de trucs, mais en fait, j'en ai plein. J'ai beaucoup J'essaie de travaillé tout sur noter, j'essaie de tout noter. j'ai aussi, quelque chose qui est hyper important pour moi, ça rejoint un petit peu cet aspect, d'écoute stratégique, l'aspect neutralité. Ça veut dire, bien sûr qu'on ressent des émotions. Moi aussi, quand je me souviens, quand j'étais, voilà, parfois j'étais piquée, parfois j'avais même des moments, ça se voyait pas toujours, mais j'étais émue par des situations. Ça m'est arrivé d'avoir envie de pleurer en CSE ou en égo parce que j'avais énormément d'empathie pour ce qui était en train de se passer. Mais on a tous des émotions quand et notamment quand on est pris pour cible. Tu vois? Les élus prennent pour cible, la direction parfois est maladroite aussi. Mais si on garde sa neutralité, si on met de côté, tu vois, l'émotion qu'on ressent, surtout quand c'est de la colère et tout ça, on peut éviter l'escalade et donc en revenant aux faits, donc comment on fait ça? Pour moi, la neutralité, on l'atteint en revenant aux faits. Mmh. Même quand on est confronté et tout ça, on revient aux faits et on se rappelle que la personne qui est en face de nous étant un être humain,
on peut revenir à de la compassion aussi, de façon générale. Les élus qui sont capables d'avoir de la compassion pour, les collaborateurs de façon générale, s'ils arrivent à changer de regard sur le DRH, sur la direction ou sur les personnes qui représentent la direction, même, moi j'ai vu des managers se faire lyncher, c'est un scandale franchement. Si on revient à cette compassion et qu'on la donne de façon générale à tout le monde, on apaise aussi le dialogue. N'oublions pas que les gens à qui on parle sont des êtres humains qui ressentent des émotions. Donc quand on les traite de vendus, quand on leur dit qu'ils sont incompétents, qu'ils n'ont pas leur place ici, pourquoi ce serait toujours aux membres de la direction de faire le travail sur eux pour se sentir, voilà, pour gérer les émotions des élus? Moi, je dis: le dialogue social, c'est un dialogue et c'est pas un dialogue de sourds et c'est pas des monologues. Donc Mmh. si on veut être vraiment dans le dialogue, ça me paraît indispensable que les élus aussi fassent cet effort-là. Donc tout ce que j'ai dit, l'honnêteté, la transparence, l'ouverture, la simplicité, tout ça, ça marche dans les 2 sens. Oui et d'autant plus que souvent les DRH et les directions sont aussi des salariés Exactement, et ça exactement reste et des représentants du personnel, donc des salariés et ça reste des salariés qui doivent aussi être représentés. Ça serait tragique qu'un élu du CSE en vienne à harceler un salarié de l'entreprise sous prétexte qu'il soit DRH ou directeur ça m'est arrivé moi. mais c'est pas acceptable ce genre de Un comportement. délégué syndical, ça m'est arrivé et en fait, je suis tellement d'accord avec ce que tu es en train de dire et il y a un truc qu'il faut vraiment que les élus arrivent à voir. Là, je veux pas être dans la victimisation, dans le truc comme ça, mais faut vraiment voir un truc, c'est que la posture du DRH et sa position dans l'entreprise, elle est aussi délicate sur un autre aspect. C'est que on parle de la solitude du dirigeant. Il y a de la solitude chez le dirigeant et le dirigeant, il peut quand même s'appuyer sur son DRH. Le DRH, il est tout seul. Moi, je travaille beaucoup avec les DRH et un des trucs qui revient, c'est la solitude. Moi, je l'ai ressenti cette solitude. La solitude parce qu'on est énormément montré du doigt, on est attaqué. Il y a énormément quasiment tous les sujets de l'entreprise, ils relèvent de l'humain. Donc il est partout, le DRH. Il est Mmh. vraiment partout. Et donc là, l'idée, c'est pas sortez les violons, on va pleurer sur le sort des DRH. C'est si vous êtes capable d'avoir de la compassion pour les salariés de l'entreprise, vous pouvez aussi en avoir pour le DRH. Parce qu'il porte énormément de choses, le DRH, parce qu'il est au centre d'énormément de problématiques et parce que les exigences qu'on a vis-à-vis de lui sont énormes. Et il est tout seul face à tout ça. Et je pense que c'est aussi bénéfique au final pour le CSE. Une phrase que je dis souvent, c'est, «On a la direction qu'on mérite, on a le DRH qu'on mérite» et bah, si vous traitez toujours mal une personne, bah, quand elle va traiter avec vous, elle sera déjà en mode défensif. Elle aura un peu peur ou en tout cas, elle va se dire: «Qu'est-ce que je vais me manger aujourd'hui?» et ça sera beaucoup moins agréable pour vous parce qu'elle sera pas en mode, «Tout se passe bien et je suis dans un contexte de climat sain et ça me fait plaisir de travailler avec toi». Et derrière, bah, forcément, vous allez pas être content parce que, bah, la personne sur la défensive, elle sera peut-être, moins cool qu'une personne détendue et vous dire: «Bah, qu'est-ce qu'il a encore? Il est pas normal, il râle, il est jamais content». Bah, oui, mais en fait, vous lui mettez des pains à longueur de journée, forcément, à un moment, bah, il arrondit un peu les coups, il essaie de se protéger pour pas s'en prendre une autre, quoi. Ouais et tu sais, moi je me souviens de CSE. Dans ma toute première expérience de DRH, donc j'avais été avocate et juriste en droit social avant. Je suis arrivée DRH d'une filiale d'un grand groupe et CSE, 1er CSE, donc dans le cadre d'un plan social quand même et je venais Mmh. d'arriver, ça commence par une déclaration du délégué syndical. C'était la première fois que je mettais les pieds en CSE, c'était mon deuxième jour de travail et il demande qui je suis, d'où je viens, mais de façon, hyper agressive. Il dit, que j'aurais sûrement pas les compétences, que j'ai rien à faire là, qu'il veut pas que je reste, que si jamais je reste en CSE, il s'en va et qu'ils s'en vont tous. Donc bien sûr, je suis restée. Évidemment, je suis restée, j'avais ma place. Tous les élus se sont barrés, s'il te plaît. Bienvenue, bienvenue dans l'entreprise, quoi. Toutes les semaines, j'avais un CSE. Alors à l'époque, c'était encore des CE. J'avais aussi, CHSCT, j'avais les réunions de négo, j'avais la boule au ventre, ma première expérience. J'avais pas 30 ans. J'avais totalement les compétences pour faire ce job. D'ailleurs, j'ai démontré que j'avais totalement les compétences. Mais je suis arrivée dans des conditions.
horrible et après ils m'ont fait des crasses, mais des trucs, mais j'avais la boule au ventre avant d'arriver et pourtant je montrais rien. Parce que si je savais très bien que c à ces personnes-là, si je montrais la moindre faiblesse, ils allaient l'utiliser contre moi. Mmh. J'en Et étais c'était certaine. D'ailleurs, ils l'ont fait. et c'était le cas avec tous les élus? Alors, c'est intéressant parce qu'avant, justement, il y avait les 3 sous-instances du CSE qu'on a maintenant. Mais peut-être qu'en CHSCT, en CE ou en DP, c'était un petit peu différent? Ou c'était pareil C'était avec tout le monde? non parce que ouais, parce qu'en fait, c'était quelqu'un, donc il y avait un énorme souvent, moi je l'ai remarqué, là où c'est très difficile, c'est que quand les relations sociales se sont construites sur de la lutte, sur du conflit, quand tu arrives en tant que nouveau DRH, il y a tout le passif. Il y a Mmh. énormément de situations historiques. Moi, j'ai beaucoup entendu les élus me dire: «Oui, mais le patron, il a fait ci. Oui, mais ça s'était passé comme ça» et en fait, tu arrives avec tout cet historique et cette personne-là avait son aura était énorme et il y avait aussi de la peur chez les élus. Il valait mieux être avec lui que contre lui et Mmh. donc il avait son petit clan, donc il y avait ceux qui étaient comme lui et il y avait ceux qui disaient rien. Mais il y avait pas ceux qui se rebellaient ou qui étaient plutôt à vouloir un dialogue constructif. Et C'était tout peut-être que pourri de ceux-là étaient l'intérieur. pas élus, du coup? Parce que j'imagine que dans l'entreprise, tout le monde ne rejoignait pas sa vision. Tout le monde ne rejoignait pas sa vision, mais alors et après il y avait pas beaucoup de gens dans cette entreprise. C'était une entreprise, à 170, on est descendu à 130. Il y avait vraiment, il y avait de la peur ou alors des gens qui étaient aussi sur site client et tout ça et qui se sentaient pas très concernés finalement. Tant Mmh. qu'eux, on leur trouvait, des mesures d'accompagnement sympas, tu vois? Ça allait. Mais non, c'était vraiment, un climat, très difficile, vraiment très et j'avais la boule au ventre et ça et si tu veux, cette entrée en matière, je me suis dit: «Waouh, comment c'est possible de construire un dialogue social?» et même quand à un moment j'ai cru avoir réussi, parce que j'avais fait des réunions pour parler communication, comment eux communiquent, comment nous, direction, on communique, comment on est complémentaires, comment on utilise les managers, comment on s'assure qu'on fait tout dans l'intérêt des collaborateurs. Parce qu'après on a été intégrés en plus, hein. Même là où j'ai cru qu'on arrivait à avoir un dialogue social qui commençait à être constructif malgré le passif, ils ont demandé à faire une assemblée générale pour, donner, aux collaborateurs de l'information sur l'intégration qu'on allait avoir et faire intervenir une avocate. J'ai donné OK. mon accord. J'ai donné mon accord parce que je trouvais ça intéressant que les élus aussi aient cette place et que nous, par ailleurs, on avait communiqué aussi, donc c'était très complémentaire pour moi. J'avais, une stagiaire qui était là-bas. Pendant 2 heures, l'avocate et les élus m'ont démontée, démontée. Pendant 2 heures, ça a été mon procès. «Votre DRH vous ment, elle est incompétente» et donc pendant 2 heures, en fait, ils ont fait ça. Ils ont saboté tout le travail que j'avais fait de confiance avec les collaborateurs, ils m'ont manipulée, en fait, tu vois? Mais mais ça, c'est une posture que je trouve assez gênante et qui me choque un petit peu, même sur les réseaux sociaux. Tu vois, sur Insta, bah, moi, je suis dans la niche, du droit, du travail, droit social, tout ça et forcément, je suis beaucoup au contact, d'avocats. Alors, ils ont pas le droit de faire leur pub, mais ils font quand même un business sur Insta, tu vois? Et Ouais. il y en a un qui est, peut-être le plus gros avocat, sur, les réseaux, en tout cas en France. Et à chaque fois que je vois ces vidéos, c'est: «Ne faites pas confiance à votre DRH, votre entreprise vous ment, attention, quand vous allez au prud'homme, ça pourrait vous coûter cher» et du coup, je commente moi sous ces pages, je dis: «Mais attendez, quand ça se passe mal, OK, mais avant que ça se passe mal, on peut peut-être essayer de faire des choses, pour résoudre tout ça et bah, à la place d'avoir une personne abîmée qui souffre, qui va au prud'homme, peut-être qu'on peut simplement gérer la situation dans l'entreprise. Si c'est un problème managérial, bah, peut-être qu'il faut accompagner le manager. Si c'est un problème de personnalité, peut-être qu'il faut réorganiser les équipes. Il y a des choses qu'on peut faire et non, la posture, c'est tout le temps, «On vous ment, de toute façon, l'employeur, c'est un pourri et vous allez pouvoir, grâce à moi, lui extorquer une somme astronomique d'argent». Enfin, ça c'est pas mot à mot Alors ce qu'il ça, dit, c'est en plus mais je trouve ça moi qui choquant. étais avocate, ouais, c'est hyper choquant et c'est surtout contraire, à la déontologie des avocats. Pour ton info quand même, concernant cette avocate-là, petite lettre au bâtonnier, évidemment, on a dénoncé son comportement et elle a été sanctionnée. Parce que c'est inadmissible. En fait, elle a manqué à son devoir
notamment de conseils. Elle a mis le bazar dans l'entreprise, en fait, ce qui est Mmh. complètement pas, acceptable et tu vois, c'est là qu'on voit qu'il y a plein de gens qui sabotent la planche du DRH et tu vois, si je pars de ma personne, puisque je suis la personne que je connais le mieux et moi, je peux dire que je suis quelqu'un d'honnête, que j'ai toujours essayé d'avoir des relations sociales constructives, que j'ai réussi d'ailleurs. Dans la dernière boîte les 2 dernières boîtes où j'étais, même j'ai surtout eu des relations sociales constructives justement en appliquant les trucs que je te dis, l'honnêteté, la transparence, la simplicité, tout ça. Ça me fout en l'air d'entendre des gens qui démontent les DRH sur la base de je ne sais pas quoi et on a l'impression, au final, que dans l'entreprise, la seule personne qui est responsable de quand ça va mal, c'est le DRH. Tu vois? En gros, c'est le DRH est forcément une mauvaise personne qui veut du mal aux collaborateurs, qui est un suppôt de la direction et qui va tout faire pour vous pourrir la vie. Et Il y a plein de boîtes où c'est comme ça. est-ce que tu penses que c'est, ciblé, contre les DRH ou alors c'est un petit peu l'effet, tu sais, c'est un peu comme les mauvais avis? Un client satisfait, bah, tu l'entends pas et c'est rare qu'un client satisfait te dise, qu'il a un bon avis à moins que tu l'invites à le faire. Par contre, un client insatisfait, il va le dire à 10 personnes et en fait, on va beaucoup plus avoir connaissance des problèmes et comme le DRH, il est aussi au contact des situations difficiles parce que, bah, quand il faut virer quelqu'un parce qu'il a fait n'importe quoi, bah, c'est qui qu'on envoie? C'est le DRH. Sauf que dans l'histoire de la personne qui a fait n'importe quoi, c'est pas elle la victime. Moi, j'ai pas fait n'importe quoi. C'est l'employeur qui ment, moi je suis une bonne personne. Enfin, tu vois? On a tous la croyance qu'on enfin, moi je dis: «On est tous les héros de notre propre histoire», mais c'est pas vrai à 100 mais souvent, bah, on est gentil, on pense qu'on est gentil, on pense qu'on fait les choses bien ou quand on fait pas les choses bien, bah, c'est pas de notre faute parce que, on n'avait pas toutes les infos et j'imagine que, bah, les personnes qui se considèrent comme des victimes des RH, ils se sont pas dit: «Ah ouais, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est grave, ça méritait une sanction». «Ah, c'est vraiment des gros pourris, ils ont tout fait pour me descendre, ils ont réussi». Je sais pas si ce que tu penses de ce que j'essaie d'expliquer, si Je ça pense fait un que peu c'est sens? vrai. Ouais, je pense qu'il y a ça et je pense qu'il y a un autre paramètre. Mais ce que tu dis, effectivement, c'est tu le vice, quoi. Le vice caché du truc. Tu pensais que, en final, il y a une situation qui te convient pas, c'est la faute du DRH. Les gens ont quand même des difficultés, la majorité du temps à se remettre en question et à prendre leurs responsabilités. Et après, je pense qu'il y a un autre paramètre, c'est que le rôle et le métier de DRH est méconnu. Donc les gens attendent du DRH des choses qui ne sont pas de son périmètre ou qui ne tu vois, par exemple, les augmentations, les trucs comme ça, il y a quand même il y a un peu, «J'ai bien bossé, je mérite une augmentation, point». Donc le DRH est responsable des salaires, donc le DRH doit me donner une augmentation et s'il me la donne pas, c'est pas normal. Donc je vais aller râler et c'est la faute du Mmh. DRH, tu vois? Je pense qu'il y a il y a ce côté de effectivement, on a plus tendance à parler des choses qui vont pas que des choses qui vont bien. Mais il y a aussi, on prend pas ses responsabilités, on a du mal à assumer quand on fait aussi des erreurs et tout ça, donc c'est la faute de l'autre. Donc ça serait bien aussi que les gens prennent leur part de responsabilité et la méconnaissance du métier. Quand franchement, je pense que si tu demandais autour de toi: «C'est quoi que fait un DRH de ses journées? Ça sert à quoi un DRH?» Tu peux être surpris de la réponse. Moi, j'ai déjà fait cet exercice. Mais Il paye les même gens, même moi, il je pense que je sanctionne. répondrais mal à cette question parce que c'est un métier, qui est totalement inconnu. Enfin, dans le Même un détail. DRH a du mal à répondre. Même un DRH a du mal à répondre à cette question. Parce qu'en fait, il y a la théorie. La théorie, c'est tu prends une fiche de poste, n'importe laquelle sur internet, tu regardes ce que doit faire un DRH, ça c'est la théorie. Mmh. Elles sont toutes pareilles, les offres d'emploi des DRH. Ça d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais elles sont toutes pareilles. Garant de la voilà, il pilote, il fait la stratégie, il gère le domaine RH, il fait du développement, machin, mais ça veut rien dire tout ça. Donc c'est bien sûr que moi je peux te dire en théorie ce que fait un DRH. Et si tu me dis: «Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi tes journées?» Mmh. Bah, il va falloir que je réfléchisse en fait. Je réfléchisse et que je te alors après bien sûr que je vais savoir te dire ce que je faisais, quel était mon rôle et tout ça. Mais si même un DRH a du mal à définir sa fonction, parce qu'entre la théorie et ce qu'il fait vraiment dans la vie de tous les jours, dans son quotidien qui ne relève pas forcément de son périmètre, le métier est un des métiers les plus riches de l'entreprise, je pense et sûrement un des plus exigeants et les gens ne savent pas
ce que fait le DRH. Et il t'a dit quelque chose qui était intéressant, toutes les fiches de poste de DRH ne devraient pas être les mêmes, ce qui sous-entend que tous les métiers de DRH ne sont pas les mêmes Oui, et donc on a peut-être mis une étiquette DRH, mais que peut-être, bah, forcément tu as des spécialités dans le métier de DRH et que, oui. ça serait peut-être, opportun d'avoir un DRH, relations humaines si c'est pour travailler sur les thématiques, du CSE, DRH, je sais pas, paye, si c'est pour, faire du suivi, sur les fiches de paye. Enfin, tu vois? Je vais prendre des exemples un peu D'accord. bidons, mais c'est toi qui maîtrises mieux que moi le Et sujet, donc je sais pas ouais, ce que mais je tu en vais te penses? donner un exemple. Ouais, je vais te donner un exemple, c'est mon exemple. Il y a il y a plusieurs types de DRH. Tu as Mmh. tout à fait raison parce que même si tu prends les fiches de poste, bien sûr, le DRH doit définir la stratégie de RH de l'entreprise. Il doit piloter les matières RH, il doit gérer les compétences, il doit gérer la formation, il doit gérer donc manager son équipe, gérer les relations sociales la majorité du temps. Il y a tellement de façons de faire ces choses-là. Est-ce que quand tu vas embaucher ton DRH, tu as envie qu'il soit à fond dans la transformation de ton entreprise parce que c'est ta priorité? Ou est-ce que tu veux un DRH, tu as fait une transformation, ton DRH est parti, tu en veux un autre qui sécurise tout ça? Quel est le profil du DRH que tu cherches? Mmh. Moi, j'avais été chassée sur un poste de DRH groupe d'une boîte et on me vend, un peu le côté, bah, il va falloir que tu travailles sur la partie internationale, filiale et tout ça. Et puis, on veut vraiment transformer quelque chose de la culture, d'entreprise et tout ça. Donc moi, j'ai un profil de RH, de DRH, plutôt dans la transformation. Moi, en fait, quand tu m'embauches, je te mets le coup de pied dans la fourmilière. Tu vois? Je suis une transformatrice. En faisant attention, toujours pareil. Après, il y a plusieurs styles de transformateurs. Il y a les gros bourrins. Moi, je suis plutôt à, embarquer les gens, faire des plans de transformation et tout ça. Je suis embauchée dans cette boîte, je me rends compte, mais je sais pas, au bout d'une semaine, qu'il y a peut-être une volonté de transformer, mais ils sont pas prêts. Mmh. Ça veut dire qu'ils m'ont embauché trop tôt. Ça veut dire que je vais pas réussir à faire le mandat qu'on m'a confié. Je le sais déjà. J'ai mis un terme à ma période d'essai. On s'est mis d'accord et je suis partie de cette entreprise parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas prêts à transformer. Donc, c'est trop facile d'embaucher le mauvais profil de DRH et après de venir s'en plaindre. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des cabinets. Et ça, c'est génial. Il y a des cabinets spécialisés dans l'embauche de DRH et le premier truc qu'ils font, c'est d'aller creuser avec le dirigeant, quel est ton vrai besoin? Et c'est pas genre tu veux ah ouais, tu veux un profil de transformateur? C'est pas tout. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas lui donner l'espace? Est-ce que tu vas lui donner le mandat? Est-ce que tu vas lui donner les moyens de le faire? C'est pour ça que toutes les offres d'emploi, moi, que je vois passer de profil de DRH, pour moi, ça ne veut rien dire, ni de ce que tu attends vraiment de lui, ni de comment tu as envie qu'il le fasse. Ça ne dit rien de la culture de l'entreprise. C'est des fiches de poste génériques. Tu regarderas. Tu Mais regarderas un petit peu, pour te donner une idée, mais c'est vraiment générique et je pense que ça suffit pas. mais je trouve que c'est très courageux ce que tu as fait de dire: «OK, là, j'ai le profil qui est bon, mais pour dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, je sais pas quand ça arrivera et Mmh. du coup, je pars». Mais il y en a peut-être plein qui se diraient: «Ouh là, j'ai trouvé déjà un boulot, ça me plaît pas trop mal, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux, mais peut-être que je vais rester parce que, bah, c'est confortable, j'ai une fiche de paye». Enfin, je tu vois? Est-ce qu'il y en a pas plein qui vont subir ça et se Oui. dire: «Bah, écoute, maintenant que je suis là, j'y reste, quoi»? Tu sais, je pense qu'une des plus grandes qualités d'un DRH, pour moi, et même dans la vie, je trouve que c'est une très belle qualité, c'est le courage. Mmh. Et c'est le courage d'être soi, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on vaut. Il y a même aussi, alors ça ne m'est pas arrivé, mais ça pourrait. Il y a même aussi le côté, je pourrais être embauchée dans cette boîte, mais je sens que je suis pas la bonne personne. J'ai le courage avant d'y aller de dire que je suis pas la bonne personne ou peut-être que j'ai pas les compétences, tu vois? Et faut savoir quand même que moi, au moment où j'ai dit non, où j'ai dit: «Je pars», j'avais déjà, j'avais déjà décidé de quitter le métier de DRH. Et j'avais fait ma formation dans l'humanitaire. Mmh. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire dans l'humanitaire. À la base, je voulais être RH dans l'humanitaire, mais je ne savais pas exactement et j'ai été chassée
et j'ai cru aux promesses de cette boîte. Là, j'étais un peu naïve. Ça veut dire que j'ai cru à leurs promesses, j'ai cru à leurs intentions et j'ai cru qu'ils étaient prêts. C'est en arrivant sur place que je me suis rendu compte que c'était pas le cas et pour te dire, tu vois, pour raccrocher au CSE, quand je suis arrivée, les relations sociales étaient ultra tendues. Mais un truc. Et moi, je suis arrivée avec mon expérience passée de relations sociales super apaisées, où on avait un dialogue constructif, on signait des accords. On n'était pas toujours d'accord, mais on signait. Ils pouvaient me convaincre que j'avais tort, je pouvais les convaincre et on était contents quand on avait signé, tu vois? On n'avait pas arraché des signatures, Mmh. et personne n'avait l'impression de se faire avoir. Moi, j'arrivais de là. Mon expérience passée, c'était comme ça et là, j'arrive, waouh, défiance, vraiment, hyper compliqué. Et on arrivait en négo, c'était les NAO. Et moi, je dis à mon chef, moi, je pars du principe qu'on est donc transparent. Si notre budget, c'est X, on va pas leur faire croire qu'on a moins qu'après, on va pas perdre du temps. On va leur dire: «Voilà le budget, comment autour de ce budget, on fait quelque chose d'intelligent?» C'est pas Il m'a dit: «Mais on n'a jamais fait ça». C'est ce que moi je faisais dans ma boîte, d'avant. Mmh. C'est ce qu'on faisait. On était transparent sur notre budget, sur nos contraintes, sur ce qu'on pouvait faire. Et on cherchait des leviers, on était très créatifs avec nos élus. Et là, il me dit: «Non, mais on n'a jamais fait ça». Donc il repart dans ce truc de, bah, de la vraie négo, De vendeur de tapis, quoi. ouais, voilà, j'allais dire, un truc vachement moins, j'allais être un peu grossière, mais ouais, c'est ça. Et bien sûr, ça se passe pas bien et au moment où je dis que je m'en vais, les négos, venaient d'être terminés. Ouais, non, on n'avait pas fini les négos. Mais en gros, je pars et en fait, au moment où je pars, j'ai, la déléguée syndicale qui vient me dire, «Bah, je suis dégoûtée que tu t'en ailles». C'était elle faisait partie des gens qui aboient. Délégués syndicaux qui aboient, les élus qui aboient parce que, et je la comprenais parce qu'elle avait l'impression que c'était le seul moyen. Elle la faisait dégoupiller en fait les réunions avec la direction. Elle avait l'impression de se faire avoir, qu'on respectait pas les gens et tout ça. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on en arrive à vraiment perdre patience Bah, parce qu'elle était élue depuis longtemps. ce qui est un Tu peu vois? le Ça cas faisait puisqu'au longtemps. final ils «mentent» entre guillemets sur, Ouais, leurs elle avait capacités raison. et du coup forcément les gens en face ils le sentent, quoi. C'est ça et moi, j'avais beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion pour elle. Moi, en off, j'ai eu des discussions avec elle vraiment, très sincères, très honnêtes et tout ça. Donc j'avais noué une relation avec elle. J'ai été dégoûtée que ça se passe comme ça et quand je suis partie, je lui ai annoncé. J'étais là depuis 2 mois, hein. Elle m'a dit qu'elle était dégoûtée, que j'aurais fait beaucoup de bien à l'entreprise, qu'elle sentait qu'elle aurait pu avoir avec moi des relations, apaisées, tout ça et j'ai eu d'autres messages de collaborateurs qui disaient la même chose parce que les gens je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots et Mmh. c'est valable dans les 2 sens. Que les CSE arrêtent de prendre la direction pour des idiots et que la direction arrête de prendre les membres des CSE pour des idiots aussi. Si on se positionne tous sur un pied d'égalité, genre on va vraiment travailler ensemble. On va peut-être que parfois on va faire des hypothèses complètement stupides, mais on va se permettre de les faire parce qu'il y a pas de voilà, on est dans la construction, on est dans le dialogue et en gros dans l'itération. C'est-à-dire que j'ose dire un truc, c'est une hypothèse, peut-être qu'elle est bête, mais tu vas pas me juger parce que j'ai dit un truc bête, tu vas peut-être rebondir et trouver un truc plus intelligent à partir du truc bête que je viens de dire parce qu'il y a une partie qui est pas bête, tu vois? C'est exactement ce que je dis sur la prévention des risques quand on cherche des mesures. Faut se lâcher, faut proposer des choses et C'est peut-être ça. que c'est ridicule, mais peut-être que l'idée ridicule appliquée à autre chose, ça fonctionnera, tu vois? Et c'est bien de faire ce Ouais. genre de choses. Ou que ça va donner une autre idée à quelqu'un, qui va en prendre une petite portion et qui va trouver une idée, qui va débloquer une situation, mais et c'est ça sortir de la posture. On n'a pas besoin d'être parfait, c'est arrêter d'imaginer que quand j'arrive en CSE, je suis DRH, je mets ma casquette de DRH parfait qui va répondre à toutes les questions, qui va jamais s'énerver, qui va, tout maîtriser et tout ça. Mais non, non, moi ça m'est arrivé en CSE d'avoir des émotions fortes, pas forcément parce qu'on m'avait attaqué ou des choses comme ça, mais parce qu'une situation va m'impacter. Et je vais montrer mon humanité parce que je suis une DRH et que je suis humaine. Je pense que les élus, ils en ont marre de voir des robots, en fait. Mmh. De voir quelqu'un qui arrive. Comment on peut se détendre et se dire: «Je vais être moi», en face de soi, on a un DRH qui arrive avec un directeur et qui, eux, sont dans une posture de:
Voilà, on est rigide, on est parfait, et on a tout cadré et ça va se passer comme on a décidé. Moi, je comprends aussi et après l'inverse est vrai. Quand on est un DRH qui a envie d'être lui-même et de vraiment travailler, dans la bonne intelligence et qu'en face de toi, on a des élus qui aboient, qui haussent le ton, qui insultent. Moi, j'ai été insultée. Peut-être que là, oui, on comme tu disais tout à l'heure, à force de se faire insulter, on se met soit en retrait, soit on aboie aussi, quoi. Et du coup, dans cette situation-là où avant que tu as décidé de partir, mais comment toi tu le vivais d'être un peu obligé par ta direction de faire des choses avec lesquelles tu étais pas aligné? Tu vois, par exemple, là, tu parlais de cette négo où, tu avais connaissance que, tu disais: «Bah, voilà, notre budget, c'est tant», alors que tu savais que c'était, peut-être, 10 en plus ou 30 en plus. Je sais pas du tout, les chiffres, mais tu vois un peu comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? Parce que c'est peut-être quelque chose que d'autres vivent aussi et qui peuvent nous permettre de faire un levier après auprès des élus et des DRH concernés quand tu as un patron parfois qui c'est peut-être lui qui sur lequel il faut réussir à travailler sa posture pour lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour l'empêcher de travailler ou Ouais. pour ruiner ses efforts, quoi. Alors, je le vivais bien parce que j'ai derrière moi de l'expérience. J'ai appris aussi à parler. Moi, je lui disais, en fait. Ça veut dire que je suis quelqu'un de très transparent, qui est pas toujours évident pour les gens, de façon Mmh. générale. Toujours, on va dire, je suis pas complaisante. Je suis bienveillante, mais je suis pas complaisante, donc je dis les choses. Ça veut dire que mon chef, je lui disais que j'étais pas d'accord avec ça. Maintenant, je le laissais assumer et j'ai très vite compris, moi, que j'allais pas rester dans cette entreprise. J'ai essayé et j'ai très vite compris que ça allait pas marcher. Par contre, dans mes expériences passées, j'ai tu sais, on parle de manager son manager et c'est vrai que le DRH a un rôle à jouer, vis-à-vis de son souvent, le patron enfin, le manager du DRH, souvent, c'est le dirigeant. Attention, petite alerte, quand c'est le DAF, moi, je dis: «Attention». Moi, une boîte maintenant où on me dit: «Ton patron, ton chef, ce sera le DAF, tes DRH, ton chef, ce sera le DAF», pour moi, c'est un red flag. Je ferme la parenthèse. Là, en l'occurrence, il se trouve que le chef, c'était le secrétaire général et que le secrétaire général était aussi DAF. Mais dans mon expérience passée, j'ai beaucoup travaillé avec le PDG pour en gros manager mon manager et tout ça. Là où je dis attention pour les DRH, c'est que si on sent qu'on n'a aucune prise sur son chef, que finalement c'est quelqu'un c'est pas la personne qu'on aimerait qu'il soit et qu'il y a pas qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, il y a pas de modification dans son comportement ou que même on a l'impression qu'il avance et qu'en fait on se rend compte, tu vois, tu as fait un gros travail, avec lui sur, son leadership et que tu te rends compte au bout de 6 mois qu'en fait il a rien appris et qu'au contraire il régresse. Moi j'ai tendance à dire, se poser vraiment la question de: «Est-ce que je peux continuer comme ça? Combien d'énergie je peux encore mettre dans cette relation?» parce qu'il y a une vraie relation de travail et si la réponse est: «Bah, j'ai plus l'énergie», je pars. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. J'ai passé, plus de 3 ans à manager mon manager. Je n'ai pas trouvé le leader que j'espérais et pourtant j'y ai passé vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai vraiment remis en question moi, ce que je faisais dans cette entreprise. J'ai même remis en question le fait d'être DRH. Moi, tu sais, je t'ai dit, mon père est mort, ça m'a beaucoup, travaillé et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'adore être RH. Je trouve que le métier de RH est un métier incroyable et moi, j'ai juste décidé de le faire différemment. Mais je suis partie et notamment en grande partie parce que j'avais atteint un point de non-retour avec mon PDG, avec ma direction et moi, je suis pas des gens je fais pas partie de ceux qui, se résignent ou qui font profil bas ou, qui perdent leur énergie, tu vois? J'ai un côté, je vais aller voir ailleurs, j'ai trop donné maintenant je m'en vais, quoi. Quand j'ai atteint le point de non-retour, je peux plus rester moi. Ouais, je comprends et c'est parfois les conseils que je me redonne aussi aux gens quand ils font face à du harcèlement en disant, soit vous vous sentez capable de vous battre, si c'est pas le cas, votre santé est plus importante et barrez-vous, quoi.
Mais, maintenant on va se positionner pas du côté de la personne, mais du côté de l'entité entreprise. C'est-à-dire que cette entreprise, si, son leader n'est pas manageable, et qu'il reste dans ses postures très fermées au dialogue social, qu'est-ce qui va se passer pour cette entreprise? Ils vont embaucher un autre DRH et puis, le DRH va se rendre compte, bah, en fait, je peux pas vraiment bosser, donc il va repartir. Enfin, qu'est-ce que tu en penses toi de Pour cet moi, aspect, je suis pas très optimiste sur ces entreprises-là qui ont pour moi, en fait, le PDG est le premier manager de l'entreprise et tout part de lui. La vision, l'énergie, l'élan, le levier pour moi dans ces situations-là, ça peut reposer à la fois sur, le DRH, je pense qu'il a un énorme rôle à jouer, mais aussi sur le comité de direction mmh et la priorité dans ces cas-là, à mon sens, c'est de convaincre le PDG de se faire accompagner. Coacher le PDG. avec un coach indépendant et pas le DRH qui ferait, Ah oui, du oui, oui, avec un coach manager, indépendant, avec quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va pouvoir justement aller dire au PDG: «Qu'est-ce que tu fais?» Tu vois? Quelqu'un qui va justement être dans la bienveillance, mais pas dans la complaisance. L'objectif dans un coaching, c'est pas de brosser le client dans le sens du poil, hein, mmh c'est de le faire avancer et donc avec des techniques de coach, avec une approche externe, pouvoir montrer au PDG que s'il ne change pas sa posture, son rôle et tout ça, son entreprise, le bien commun, l'intérêt commun est en péril. Ça veut dire faire prendre du recul. Le DRH, son rôle, il est au début, en amont. Ça veut dire faire prendre conscience. C'est très dur, hein. mh. C'est très, très dur à faire. Faire prendre conscience au PDG qu'il y a un gros dysfonctionnement et qu'il fait partie de ce dysfonctionnement, qu'il est une des causes du dysfonctionnement et donc qu'il faudrait qu'il soit accompagné. C'est difficile, mais ça, c'est pas impossible. Ce qui veut dire que Ça dé après tu as les 2 profils de PDG. Je suis PDG d'une société anonyme avec, un conseil d'administration qui m'a nommé et qui peut me dénommer et entre guillemets, ouais. là, il y a un levier, de la partie actionnaire, qui pourrait dire, bah, soit vous faites ça, soit on changera de PDG. Mais il y a aussi d'autres entreprises et c'est plutôt le cas, je pense, des TPE-PME où en fait, le PDG, bah, c'est un gérant de l'entreprise en fait, c'est juste, le gars qui a créé la boîte. La boîte, elle a grossi et du coup, bah, peut-être que de base, c'était un très bon technicien et puis il s'est retrouvé, propulsé à des choses qu'il n'était pas habitué à gérer et bah, c'est ses sous, c'est son travail, c'est son expertise. Parfois même l'entreprise, elle porte son nom et comment tu fais comprendre à ces personnes-là qu'elles ont un travail à faire sur elles-mêmes, alors que si tu te places de leur vision, bah, c'est eux le héros qui a permis à tout le monde d'avoir du boulot, qui a permis de développer la boîte et bah, quand ils sont partis, ils étaient peut-être, 2 à aller, poser, des plaques de placo et aujourd'hui, c'est une entreprise de BTP qui intervient sur la France entière. Enfin, tu vois, ça doit être Ouais, encore plus c'est difficile la dans même cette démarche. situation-là. Bah, en fait, ça dépend de l'ouverture, de l'état d'esprit de la personne que tu as en face, parce qu'il y a des patrons, qui reconnaissent volontiers qu'ils ont des lacunes sur certains sujets et qui sont OK pour se faire accompagner. Ceux qui sont plus, en mode, «Moi, je sais tout, c'est ma boîte et de toute façon, c'est moi qui décide», c'est un travail de longue haleine et peut-être que le levier peut, tu vois, peut être dire de reconnaître tout, voilà, tout ce que tu as fait, c'est formidable, tout ce aujourd'hui, l'entreprise en est là, grâce à tout ce que tu as fait, tu as construit quelque chose, tu vois? Et reconnaître tout ce qui a été fait et montrer, à partir de là où tu es aujourd'hui, si tu continues comme tu es, les risques que tu prends. Un Mmh patron, il parle argent. Donc en gros, si tu continues entre guillemets à te comporter, comme ça, comme un con avec, telle personne, elle va partir, ça va te coûter tant. Il faut parler d'argent en fait avec, souvent leur levier, ça va être l'argent et donc leur montrer les risques, financiers qu'ils prennent et après très honnêtement, il faut aussi pouvoir reconnaître que parfois, tu y arriveras pas. Moi, tu vois, je pense qu'il y a des mauvais DRH, il y a des très bons DRH, il y a des bons patrons et il y en a des mauvais et moi, j'applique un principe, depuis quelque temps et je connais quelqu'un qui appelle ça l'égoïstologie.
L'art Mmh. d'être égoïste sans culpabiliser, il y a un moment, et ça c'est valable pour le DRH, mais c'est valable pour les membres du CODIR, c'est valable pour les élus, c'est valable pour les collaborateurs. Quand tu es dans une entreprise avec un climat toxique qui te fait du mal et que malgré tous tes efforts à ton niveau, tu arrives pas à faire avancer les choses, peut-être que tu peux envisager de partir, tu vois? Mmh. Moi, je suis pas du genre à me dire: «À la vie, à la mort», voilà, une fois que j'ai épuisé mes ressources, si ça a pas marché, je m'en vais. Et Et je pense qu'il faut potentiellement parfois c'est un échec. Il y a des boîtes, c'est un échec, en fait. et je me plaçais du côté salarié et mais ce qui est rigolo, enfin, attends, je me mets une note pour y penser parce que je voulais te parler d'un truc et je reviens sur ça et je me place dans la mauvaise posture en le disant, mais ça peut être intéressant d'en parler quand même. Je me dis: «Je suis salarié, j'ai 2 gosses, j'ai un prêt à la banque, j'habite, dans une campagne où il y a pas énormément de boulot». Je sais que mon boulot, il est pas sain pour moi, ça m'épanouit pas. Je rentre, je suis fatigué, j'ai failli faire un burn-out, je suis parti en arrêt maladie il y a quelques mois et tu vois, là, tu dis, la solution, et je pourrais te rejoindre, c'est de partir. Mais peut-être qu'il y a des gens, enfin, tu vois, par exemple, pour toi et pour moi, c'est peut-être plus facile de partir, de créer un projet entrepreneuriat, de rebondir sur d'autres choses et il y a peut-être des gens où, bah, leur contrat de travail et leur routine, c'est tout ce qu'ils ont. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, là. Moi, ça a pas été facile. Je suis passée par des phases, très difficiles. J'ai quitté, un poste où j'étais extrêmement bien payée pour me retrouver, avec des mois et des mois de carence. Après mon chômage, je me suis formée, tu vois? Non, Mmh. en fait, faut pas imaginer que c'est facile. Par contre, et c'est là, en fait, que moi je refuse cette posture de victime. OK, ta vie, elle est difficile, mais c'est quoi tes priorités? Finalement, c'est se poser la question de: «C'est quoi tes priorités?» Si ta priorité, c'est, ta vie de famille, ou, l'argent, j'en sais rien, ou ton équilibre et que tu as pas envie de faire d'autres efforts, qu'est-ce que tu fais pour accepter la situation dans laquelle tu es? Ça veut dire qu'en gros, tu es en train de me dire que ça peut pas changer, mais que tu aimerais bien, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est chacun est responsable de sa vie, de son parcours, de ses priorités, de son bonheur. C'est pas l'entreprise qui est responsable. Moi, je fais partie des gens qui disent que l'entreprise n'est pas responsable de te rendre heureux, elle est responsable de te mettre dans les meilleures conditions. Donc par exemple, le mec dont tu parles là, il est pas content, donc il veut pas se positionner comme une victime. On va partir de ce principe-là. Mmh. C'est quoi ses moyens d'action? Eh beh, peut-être aller, frontalement, je sais pas s'il y a un cas de harcèlement, aller le dénoncer. Ça peut être peut-être ça, tu vois? Aller jusqu'au bout, aller se battre pour que ça change. Ou alors, si tu fais rien, accepte les conséquences de ton inaction. Mmh. Donc ça va continuer comme c'est aujourd'hui. Mmh. Donc tu vas continuer à souffrir au boulot, tu vas continuer à être dégoûté, ou alors tu peux aussi te dire: «OK, le marché, je vis dans une petite campagne, j'ai 2 enfants, machin, mais peut-être que je vais quand même essayer de trouver un autre boulot». Je peux Mmh. essayer au moins, tu vois? Passer à l'action, faire quelque chose. Mais tu vois, quand je te disais, je sais que c'est une mauvaise idée, c'est exactement pour ça. Tout à l'heure, j'ai noté un truc, tu as dit: «Il faut sortir de la posture du héros» et là, tu as dit: «Il faut sortir de la posture de la victime» et on a évoqué, en transparence une troisième posture, des personnes toxiques, qu'on pourrait appeler des bourreaux et ça me faisait penser au triangle de Stéphanie, si tu passes par là, je suis désolé, j'ai oublié le nom, Cartman, Cartman Cartman, et c'est Cartman. ça. Je l'écorche à chaque fois, mais je trouve l'idée assez intéressante. C'est que on a trop tendance tout le temps à être dans cette mécanique et tu vois, là, quand j'ai décrit la situation, typiquement, je me suis placé dans une position de victime et c'est pas ça qui va aider à résoudre de ce problème et j'ai bien aimé la phrase quand tu as dit, «On est responsable de nos actes et des conséquences de nos actes ou de l'absence d'actes». Exactement. Mmh. Oui, en fait, c'est l'idée. Je trouve que ça, tu vois, je trouve ça génial que tu fasses le lien avec ce triangle. Si on veut sortir de ça, pour moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Premier point, pour moi, il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Quand tu as pris conscience de ce qui se passe, là, tu mets en œuvre ta responsabilité. Voilà la situation telle qu'elle est. Qu'est-ce que je fais? Et donc je prends une décision.
Et la décision, donc j'ai des priorités dans ma vie. Peut-être qu'en ce moment, je sais pas, j'ai déjà eu quelqu'un qui souffrait au boulot, mais elle me disait: «Mais moi, là, ma priorité, c'est d'avoir un bébé, donc j'ai pas envie de changer de boulot, machin, je m'en fous, en Mmh. fait». OK, donc je décide que je reste dans ce boulot parce que ma priorité est ailleurs. Très bien, mais j'ai pris une décision. Et une fois qu'on a pris la décision, par exemple: «Ah ouais, je souffre trop dans ce job, je suis en train de m'éteindre, je suis au bord du burn-out et ma priorité, c'est ma santé», je prends la décision de partir. Mais ça suffit pas, il faut agir. Je peux me dire pendant 6 mois: «Ah ouais, tiens, je vais partir». Mais si je commence pas à mettre mon CV à jour, si je regarde pas les offres d'emploi, si j'essaie pas de me trouver des moyens de me démarquer, peut-être en étant sur les réseaux. Si je mets pas en place une stratégie, un positionnement, une posture, pour être sûre de moi en entretien, si je me bouge pas, il va rien se passer. Ça veut dire que j'ai pu avoir pris conscience du truc, pris une décision. Si je passe pas à l'action, il va rien se passer. Donc prendre ses responsabilités, c'est sortir de ce triangle, de la posture du héros, de victime, de tout en fait. Et on n'est pas le bourreau non plus. Parce que si on remet avec les élus, souvent ils utilisent les pauvres salariés qui sont victimes et les élus deviennent les bourreaux de la direction, Mmh. Et tu c'est ce vois? qui t'est arrivé aussi, dans ce que tu as raconté quand ils ont maltraité ta Exactement. voiture, quand ils t'ont crevé les pneus, tout ça? Ouais, on m'a crevé mes pneus et tout. Exactement, exactement et en fait, quand chacun prend sa part de responsabilité, voilà, tu te places sur un niveau d'équité, en fait. Voilà, il y a une équité entre chacun et chacun est responsable. Donc la personne dont tu parles, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois? Et moi, c'est sur ça que je challengerai, en fait. C'est OK. Mmh. Alors du coup, si tu fais rien, il y a rien qui va changer que bah, OK, alors viens pas te plaindre, tu vois? Dans ces cas-là, c'est ton choix. Tu as fait un vrai choix. L'inaction est un choix. Oui, et je refais un parallèle avec les cas de harcèlement. Quand vous voyez des situations et que vous décidez de ne rien dire, c'est aussi un choix de votre part et indirectement, vous cautionnez ce que vous ne Oui, dénoncez pas. oui et même quand on est victime ou quand on pense être victime de harcèlement, on peut avoir peur de ce qui va se passer, tout ça. Moi, j'ai mené des enquêtes harcèlement. Ça a été c'est rock'n'roll quand même, c'est très dur. C'est dur pour la victime, c'est dur pour la personne qu'on accuse et c'est dur pour le DRH qui se tape la toute la procédure, L'enquête, hein. ouais. Parce que là, en termes de responsabilité, c'est quelque chose d'énorme. Mais ça demande du courage, quand on est victime de harcèlement, de dire stop et d'aller dénoncer ce harcèlement. En fait, je reparle de courage, mais pour moi, tout ça, c'est du courage. Le courage d'aller faire des choix difficiles parfois aussi. Oui, et je pense qu'il y a 2 qualités qui ressortent de notre échange. Une que tu as pas nommée, c'est l'humilité. Parfois Ouais, de dire: «Je sais pas», et le courage d'assumer les conséquences de ses choix et de ses actions, et je trouve que la majorité de nos échanges ont beaucoup tourné autour de ces deux qualités, c'est vrai. d'avancer avec courage, et quand on ne sait pas, de le reconnaître avec humilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut subir qu'on ne sait pas, mais ensuite on cherche, on se documente, on travaille, on pose des questions aux différents interlocuteurs sur tout ça. On se fait aider, on se fait aider. En fait, pas imaginer aussi, tu vois? C'est demander de l'aide, ça n'a rien de faible, en fait, au contraire. Mmh. Au contraire, aller reconnaître en demandant de l'aide: «Tiens, ben là, je suis en difficulté et j'ai besoin de toi», parce que toi, tu sais, parce que c'est ton métier, parce que c'est ton expertise, peu importe, ou parce que, tu as du temps, parce que j'en sais rien. C'est hyper courageux. Ça veut dire reconnaître, qu'à l'intérieur de soi, on a atteint une limite et qu'on sait pas. Moi, je trouve ça hyper courageux d'aller demander de l'aide et j'admire énormément les gens qui le font Ouais, et non, j'ai mais envie d'aider, de l'aide. et je pense que c'est le cas parce que je prends un exemple de la vie de tous les jours. Tu es perdu. Alors, ça dépend des couples et de tout ça, et j'ai remarqué que souvent le gars, il est: «Non mais t'inquiète, je vais trouver, je vais me débrouiller», tout ça, et en fait, tu perds un temps fou parce que, ton ego parle, et il y a quelque temps, j'ai débloqué cette capacité à demander de l'aide aux gens: «Bonjour, je cherche ça, est-ce que vous savez où c'est?» Et en fait, déjà, c'est vrai que ça demande du courage de le faire, mais une fois que tu le fais, la personne te dit: «Ouais, c'est là», et puis voilà, tu y vas et puis le problème est résolu, et Imagine bah, l'énergie que tu c'est gagnes. c'est pour ça que je dis, j'ai débloqué une compétence en faisant ça, mais ça m'a libéré des sujets. Alors parfois, je dois lutter contre mes habitudes de: «Non, c'est bon, je suis capable de gérer, je suis Alexis, je sais faire». Mais en vrai, dès que j'ai la possibilité de le faire et que j'y arrive, enfin, c'est libérateur de fou, quoi. Et tu sais, pour, oser le faire, moi je propose un exercice qui s'appelle le miroir et c'est pareil pour les gens qui n'osent pas,
pleurer, qui n'osent pas montrer une émotion, difficile. Mmh. Hem, Tu fais le miroir. C'est-à-dire que imagine, tu es dans la rue et tu es dans la ville, tu es dans ta ville, tu la connais et tout. Quelqu'un vient te demander de l'aide. Voilà: «Je suis perdu, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve», je sais pas, tu es à Toulouse, «la place du Capitole». Est-ce que si on vient te demander ça, comment tu vas juger la personne qui te le demande? Est-ce que tu vas dire: «Oh oh le nul, il sait pas où est la place du Capitole. Ah mais la honte!» Ou est-ce que tu vas te dire: «Ah bah ouais, pas de problème, oui, oui, ben venez, voilà, première, vous tournez à gauche et c'est bon». Ce qu'on voit pas, c'est que quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est valorisant pour la personne qui aide. Ça veut Mmh. dire: «Tu me fais suffisamment confiance». Là, je parle, par exemple, demander de l'aide à un ami, demander, de l'aide à un professionnel, c'est: «Tu as confiance en moi et tu es capable de me montrer une de tes faiblesses, donc j'ai envie de t'aider». On ne juge pas, de façon mal intentionnée quelqu'un qui vient nous demander de l'aide. Donc il y a pas de raison que quand nous, on demande de l'aide, la personne en face de nous, nous juge et c'est pareil pour les émotions négatives. Je suis dans la rue, je vois quelqu'un qui pleure ou alors même, je suis avec un ami, mon ami pleure. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je vais me dire: «Ah mais la honte! Ah la honte, elle est en train de pleurer, bah, nulle. Oh là là, elle est faible». Mais pas du tout. Moi, j'ai mon amie qui pleure ou un inconnu dans la rue, je ressens de la compassion. Si c'est une amie, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Je la juge pas et je j'ai surtout pas pitié. Les gens ont peur qu'on ait pitié d'eux, en fait. Mais Mmh. jamais, jamais je pense ça de mon amie. C'est pareil dans l'autre sens. Si moi, j'ai une émotion forte et que, par exemple, j'ai les larmes aux yeux parce que quelque chose m'a touchée, bah, je le fais. Je le fais parce que ce que pensent les gens, alors moi déjà ce que pensent les gens, je m'en moque, mais ça c'est encore le step d'après. C'est surtout que ça peut déclencher, voilà, ce que ça déclenche souvent, c'est de la compassion, c'est une envie de et les gens vont nous aider, donc on gagne de l'énergie, ça nous rebooste. Voilà, c'est une vertu en fait et ces gens-là, bah, peut-être qu'un jour ce sera eux qui auront besoin d'aide Mmh. et ils viendront nous demander. Bah, merci Voilà, Sophie. mais avec plaisir, Est-ce que tu te avec rappelles de plaisir. la prophétie que j'ai fait il y a à peu près 1 heure? Que quand on Ça est serait passionné sur un sujet, le ouais, temps ça passe très passe vite. vite. Ça fait déjà plus Ça fait d'une déjà une heure heure. Ah ouais, qu'on est ensemble sur ce thème et bah, c'était vachement intéressant, merci. Avant qu'on termine, j'aimerais alors, forcément, te redonner un petit peu l'occasion de présenter ce que tu es fait et comment on peut te rejoindre. Mais aussi, peut-être que tu nous partages, une ressource, un podcast peut-être, particulièrement intéressant pour les RH, et que tu aimerais partager un peu avec les auditeurs de ce podcast. oui, je vais essayer d'être synthétique et efficace. Donc moi, je suis principalement en ce moment, surtout que là, je suis en Inde, je suis principalement dans des activités de coaching, beaucoup de coaching individuel. Donc je me suis spécialisée pour les RH, mais je n'ai pas que des clients RH. Ça veut dire que je j'accompagne, des RH en recherche d'emploi ou des gens qui sont en recherche d'emploi ou des RH ou des managers. J'ai aussi des dirigeants qui sont fatigués, qui ont besoin de retrouver un équilibre. Travailler sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, en fait. Retrouver son courage, retrouver son équilibre dans sa vie pro, perso, trouver sa posture aussi. J'accompagne, par exemple, un DRH qui a des difficultés avec son codir. Il sait pas se positionner en codir, donc retrouver sa place. Ça peut être aussi le cas de dirigeants. J'ai un très jeune dirigeant qui m'a dit: «Mais moi, j'ai jamais managé», il vient de créer sa boîte. Il a besoin que je l'accompagne pour vraiment trouver sa posture de dirigeance, de leadership. Moi, Mmh. j'aime beaucoup la notion de leadership conscient que je vais pas développer là, mais c'est, tu vois, qui tourne autour de beaucoup de apprendre à se connaître pour apprendre à connaître les autres et pour être un leader incarné, voilà, du leadership incarné. Je fais aussi je suis aussi consultante, RH et là, j'aime beaucoup moi l'aspect audit. J'aime beaucoup auditer les organisations parce que, on va dire dans mes super pouvoirs, dans les choses que je sais très bien faire, je vois des choses que l'organisation ne voit pas. Les non-dits, tu vois, les petits conflits C'est ton larvés, air les de petits génie comme dirait, un ami commun. oui, c'est ma zone de génie, voilà. J'ai c'est dans mes zones de génie, j'ai ça de voir ce que les autres ne voient pas et donc j'aime beaucoup creuser. Alors après, il y a bien sûr tout l'aspect légal puisque je suis une ancienne avocate en plus et juriste. Il y a tout l'aspect légal et ça, donc un audit assez complet et après tu parlais de podcast, j'ai, un podcast
qui s'appelle RH sans filtre. Donc là, je m'adresse alors, il est très bien pour les RH, mais aussi pour les gens qui se posent des questions sur que font les RH, que vit un RH, que ressent un RH parce que, je suis vraiment sans filtre et je raconte mes expériences de RH. Par exemple, je parle de ce que moi j'ai vécu pendant le covid en tant que RH. Moi, j'ai fait un burn-out aussi, donc j'en parle. J'explique, ce qui concerne la vérité, tu vois? Bon, j'ai voilà, quelques épisodes comme Tout ça. à l'heure, excuse-moi, tout à l'heure, tu parlais des élus qui ont parfois du mal à se mettre à la place des RH. Bah, je pense que justement, c'est le genre de témoignage Exactement. qui peut être Oui. très intéressant pour gagner un petit peu cette humanité et peut-être de la compassion ensuite envers le salarié qui se cache derrière le titre. Oui et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un épisode sur les relations sociales et je parle notamment des relations sociales parce que j'ai fait un épisode sur la vérité en entreprise et même dans la vie de façon générale. Moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité, voilà, c'est important pour moi et je parle beaucoup de ça, d'honnêteté et tout et j'en parle notamment au travers des relations sociales. Mais je ferai un épisode dédié aux relations sociales parce que je pense qu'il y a vraiment tu vois? Comme là, on a vu, il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai ce podcast, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Les Carnets de Sophie où je parle toujours au RH, hein, 2 sujets RH, mais aussi je parle un peu de ma vie là, tu vois? C'est vraiment le format où je raconte un peu d'autres choses, un peu plus perso. J'ai aussi une communauté RH. Aujourd'hui, j'ai un ancien élu dans ma communauté, c'est hyper riche, et je suis pas contre avoir des élus dans ma communauté. C'est 100 RH, il n'y a pas de consultant parce que je ne fais la prospection est interdite. Même moi qui suis consultante et coach, je m'interdis de faire de la prospection sur cette communauté. C'est une communauté en ligne, on est, 118 aujourd'hui et donc voilà, elle est gratuite et j'accueille des nouveaux membres. L'idée étant de se soutenir, de partager, les difficultés, les bonnes pratiques, voilà, c'est vraiment une communauté d'entraide entre RH. Voilà, je fais aussi des masterclass, je suis présente sur LinkedIn, je poste pas mal, là je suis en train j'ouvre un accompagnement, pour les RH en recherche d'emploi en ligne. Je fais aussi, truc qui n'a rien à voir, des voyages solidaires. J'ai aussi, je ramène, aux gens des produits d'Inde. Enfin, je suis multitâche. Je fais de Multitâche. la photo. Ouais, je fais de la photo, je voyage beaucoup moi aussi. J'ai beaucoup d'activités, voilà, mais on va dire que j'ai mon ONG. D'ailleurs, j'accueille des gens en Inde pour, leur faire visiter je suis dans une prison, pour mineurs, donc j'accueille des gens en Inde, pour leur faire visiter et l'Inde et la partie plus, solidaire, donc ils viennent voir les enfants en prison. Voilà, je fais tout ça, mais ce qui est vraiment mon cœur de métier, ce qui me rémunère, on va dire, c'est la partie RH qui est, dans mon cœur, quoi. Voilà. C'est toujours ce fil rouge, c'est l'aide, ouais, l'accompagnement et l'aide. Eh ben, merci beaucoup Sophie. N'hésitez pas en tout Merci, cas à la contacter, à la suivre sur ses avec plaisir. différents réseaux. Le SAV-DCSE, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux, sur LinkedIn, sur ma page perso ou sur la page de Dice Academy. Dice Academy sur Facebook, Dice Academy FR sur YouTube. Le SAV-DCSE, c'est sur les podcasts, mais c'est également sur Instagram, Thread et TikTok. N'hésitez pas à envoyer des messages, poser des questions sur des thèmes, des choses que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains podcasts. On se dit à très bientôt et ciao ciao.